Cette table ronde, nous vous la présentons à l'invitation de la revue Francophonie d'Amérique, qui célébrait tout récemment ses 25 ans. Pour souligner le tout, la revue initia une série d'ateliers publics qui reçoit le soutien du CRSH et intitulée « La recherche sur les francophonies d'Amérique, trajectoire, transformation et pistes d'avenir ». Notre colloque s'avérait un rassemblement tout à fait propice à la tenue d'un de ces ateliers. Pour cette présentation, mon intention première avait été de faire un bref retour historiographique de ces 25 années de publication de la revue afin de juger de sa contribution et également d'ouvrir la réflexion sur les futurs et les enjeux de la francophonie. Toutefois, je me suis rapidement tombé sur le rapport de Martin Normand, stagiaire postdoctoral à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. L'excellent bilan de ce collègue, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter sur le site web de Francophonie d'Amérique, laisse peu qui ne soit exploré des 8172 pages de la revue. En d'autres mots, le travail a déjà été fait. Je me permettrai donc de plutôt utiliser ce rapport afin de faire quelques réflexions qui feront le lien avec la table ronde d'aujourd'hui. Dans son rapport, Normand procède à une évaluation de la revue à partir des présentations des numéros, signées par les 4 directeurs qu'a connu celle-ci entre 1991 et 2015. L'analyse de mon collègue tend à démontrer l'importance des notions qui sont au cœur de notre thème, soit les notions d'acteur et d'engagement. En effet, il devient évident en lisant les orientations contenues dans ces présentations que chaque directeur fait la revue sienne ou qu'il ou qu'elle cherche à structurer un champ de recherche. Au lancement de la revue, Jules Tessier commente « Nous sommes fiers de vous présenter un nouveau périodique qui vient combler une lacune. En effet, pour la première fois, les universitaires qui œuvrent en milieu minoritaire francophone nord-américain ou qui s'intéressent aux isolats de langue française disposent d'une publication annuelle destinée à servir de lieu de rencontre pour mettre en commun le résultat des études et des travaux portant sur différents aspects de la vie française à l'extérieur du Québec, envisagés à partir des perspectives multiples offertes par les disciplines groupées sous la double appellation des sciences humaines et sociales. » Fin de la citation. Tessier axera son mandat sur les termes du maillage des francophonies nord-américaines et de la comparaison. Son successeur, Paul Dubé, continuera le travail entrepris par Tessier tout en dirigeant les questionnements vers la fragilité et la nécessité de résistance des communautés francophones. Marie-Linda Lord s'intéressera quant à elle aux espaces de la francophonie durant son mandat et finalement François Paré, sans doute grâce au fait que le champ de recherche sur la francophonie est dès lors bien établi, peut parler de renouvellement de ce même champ durant son mandat. C'est donc par le travail et l'engagement dévoué de ces acteurs et de ceux qui les épaulèrent en coulisses que Francophonie d'Amérique a pu se faire le lieu de partage, lieu de comparaison, lieu de résistance, lieu de la culture, lieu de rencontre, lieu d'affirmation, espace francophone de diffusion du savoir savant sur les sociétés, les communautés et les minorités francophones de l'Amérique, pour reprendre la formule de sa 3e directrice, Marie-Linda Lord, ou encore tremplin pour la relève. Cette relève m'amène justement à vous présenter les messieurs à mes côtés, 3 jeunes chercheurs et un chercheur aguerri. D'abord, en charge de l'animation de la table ronde, nous retrouvons Michel Bock, bien connu au CRCCF depuis son arrivée de Sudbury il y a maintenant 20 ans. Spécialiste d'histoire intellectuelle du Québec et du Canada français, Michel Bock est professeur agrégé au département d'histoire de l'Université d'Ottawa, titulaire de la chaire de recherche sur l'histoire de la francophonie canadienne et directeur de la collection Amérique française aux presses de l'Université d'Ottawa. Ses travaux portent sur les transformations intellectuelles, politiques et idéologiques du Québec et de la francophonie canadienne au 20e siècle, sur les transferts culturels Europe-Canada-français et sur les enjeux politiques et identitaires liés à la mémoire collective en contexte culturel minoritaire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, articles scientifiques et chapitres d'ouvrages collectifs. Il a notamment publié « Quand la nation débordait les frontières, les minorités françaises dans la pensée de Lionel Groulx », qui lui a valu plusieurs prix et qui fut récemment traduit, donc message à ceux qui enseignent en anglais. Finalement, on passe à Dustin McNichols, qui est notre représentant des francophonies de l'Ouest. Albertain d'origine, Dustin McNichols est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université de la Saskatchewan, d'une maîtrise en études canadiennes et d'un baccalauréat en sciences politiques et philosophie de l'Université de l'Alberta. Sa thèse de doctorat a pour titre « You Can't Have It All in French, All at Once, French Language Rights, Bilingualism and Political Community in Saskatchewan, 1870-1990 ». Ses recherches de maîtrise et de doctorat lui ont valu des bourses Joseph Armand Bombardier du CRSH. Ses domaines de spécialisation sont l'histoire, le droit et la politique linguistique au Canada,
particulièrement dans l'Ouest canadien. Il s'intéresse également aux enjeux identitaires et sociologiques des francophonies canadiennes. Il est maintenant recherchiste pour un syndicat des enseignants en Saskatchewan. Serge Miville vient du Grand Nord de l'Ontario et il est professeur adjoint au département d'histoire et titulaire de la chaire de recherche en histoire de l'Ontario français à l'Université Laurentienne de Sudbury depuis juillet 2016. Il a obtenu son doctorat de l'Université York la même année. Sa thèse portait sur l'engagement intellectuel des historiens Donald Creighton et Michel Brunet. Je vais dire Michael Brunet, ça va bien. Sa maîtrise, soutenue à l'Université d'Ottawa en 2011, avait pour terme la persistance de la référence canadienne-française dans la presse franco-ontarienne après les années 1960. Puis, le dernier, mais non le moindre, de l'Acadie, Philippe Volpe est doctorant en histoire à l'Université d'Ottawa et titulaire d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval, puis d'un baccalauréat en histoire de l'Université de Moncton. Ses travaux en histoire culturelle et intellectuelle portent notamment sur l'histoire de la jeunesse, des mobilisations collectives, des transformations idéologiques, et de même que sur les diverses facettes de l'histoire de la société acadienne, son laboratoire privilégié de recherche. Il est membre du comité de rédaction des revues Histoire engagée et MENS, revue d'histoire intellectuelle et culturelle. Sans plus tarder, je passe la parole à Michel Bock. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Je veux d'abord remercier les organisateurs, Philippe et Benoît, donc, de m'avoir invité à présider ou animer cette table ronde en fin de colloque. Et je veux les féliciter aussi donc, du succès qu'a eu ce très beau colloque depuis 2 jours. Je veux aussi remercier donc, nos 3 panélistes d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Il faut savoir qu'ils s'étaient engagés à le faire avant d'en connaître le thème. Hein, donc, c'est tout à leur honneur que d'avoir accepté de se lancer comme ça à l'aveuglette dans cet exercice. Alors, merci de vous prêter au jeu. Les organisateurs m'ont demandé, en fait, ils m'ont donné à peu près carte blanche pour choisir la question que je voulais soulever et imposer finalement aux panélistes. Donc, je vais essayer de résister à mes tendances un peu autoritaires pour pouvoir leur laisser la chance de s'exprimer comme ils le veulent sur la question que je vais poser. J'aimerais en fait prendre prétexte du colloque, mais aussi du 25e anniversaire de la revue Francophonie d'Amérique pour demander aux panélistes de réfléchir en quelque sorte sur le lien entre production des connaissances, d'une part, posture épistémologique, idéologique, d'autre part, et engagement politique dans le contexte de l'historiographie franco-canadienne, entre guillemets, à défaut d'un meilleur terme. Je ferai peut-être, pour commencer, quelques propositions pour les fins de cette discussion, et je vais peut-être terminer en leur lançant un certain nombre de questions. Je vais partir d'abord de la prémisse que les savoirs sont incarnés, donc jamais neutres, et que la construction d'un nouveau champ historiographique représente une réponse à une nouvelle demande de sens, une demande nécessairement sociale, donc éminemment politique, dans le sens large du terme, et débordant largement la tour d'ivoire universitaire. Vu de cet angle, l'historiographie est un produit culturel soumis à une tension politique qu'il faut comprendre donc et décoder en fonction du contexte social, politique et bien sûr culturel dans lequel il prend forme. En retour, l'historiographie joue, il me semble, un rôle indéniablement normatif. Non seulement est-elle la représentante ou la résultante, dis-je, d'une référence sociétale, elle contribue elle-même, à l'inverse, à la construction de cette même référence sociétale, comme l'a déjà postulé Fernand Dumont, tant par les questions qu'elle pose que par les structures universitaires surtout qu'elle se donne ou dont elle dispose, tout simplement, pour assurer son institutionnalisation. L'historiographie est donc le miroir d'un questionnement sociopolitique, en même temps qu'elle est partie prenante de ce questionnement, qu'elle en est une actrice engagée, elle en est à la fois cause et conséquence, et c'est dans cette dialectique qu'on peut en chercher la signification. S'agissant plus précisément de l'historiographie franco-canadienne, que j'entends au sens large, là, et regroupant finalement l'ensemble des disciplines, sociologie, sciences politiques, géographie ou autres, on peut se demander à quelle demande de sens particulière, et je mets tout ça au pluriel, possiblement, elle tente de répondre, et à quelle construction référentielle ou sociétale elle contribue.
Dans le contexte franco-ontarien, qui est celui que je connais le mieux, je me permettrai de comparer rapidement deux historiens qui se sont penchés tous les deux sur l'objet franco-ontarien, mais à partir, je pense, de prémices un peu différentes, notamment donc Gaétan Gervais et Chad Gaffield. Il me semble que poser la question franco-ontarienne, comme l'a fait un Gaétan Gervais tout au long de sa carrière, c'est se demander si les acteurs de l'histoire ont voulu institutionnaliser l'Ontario français selon une logique sociétale ou nationalitaire. Son postulat à Gervais, c'est que l'Ontario français est, ou devrait être, et la nuance n'est peut-être pas insignifiante ou banale, est ou devrait être donc un authentique sujet politique. Ce qui fait que ces prémices épistémologiques à Gaétan Gervais relèvent, par conséquent, d'une volonté d'étudier l'objet franco-ontarien en tant que tel, en tant que sujet politique, ou en tant que fait de société globale, tant du point de vue de son organisation institutionnelle que du point de vue de ses représentations, de ses auto-représentations collectives. Autrement dit, l'historiographie gervaisienne, si vous me permettez l'expression, se fixe l'objectif plus ou moins explicitement, et dans son cas, je pense que c'est assez explicite, de favoriser l'autonomie référentielle des Franco-Ontariens, dont l'expérience historique collective lui semble originale, particulière, et dont l'originalité, justement, fonde essentiellement la valeur. On peut donc parler, dans le cas de Gervais, d'une contribution substantielle à la construction d'un champ historiographique franco-ontarien en bonne et due forme. Chad Gaffield, à l'inverse, a fait sa thèse sur un sujet d'histoire franco-ontarienne, ce que n'a même pas fait Gaétan Gervais, d'ailleurs, assez curieusement. Une thèse qui est une importante contribution à notre connaissance historique du fait français en Ontario, c'est absolument indéniable. Il me semble toutefois que ces prémices épistémologiques ne sont pas celles de Gaétan Gervais et que ces travaux, entre guillemets, franco-ontariens relèvent davantage des ethnic studies canadiennes qui prennent beaucoup d'ampleur dans les années 80 au Canada et qui cherchent à comprendre, un peu à rebours, la diversité culturelle constitutive du Canada. Gaffield a produit une étude démographique de la présence canadienne-française dans l'Est ontarien dans le but de comprendre l'origine des conflits linguistiques que connaît la province à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Je vais grossir un peu le trait, mais on pourrait dire qu'avec la même grille d'analyse, à peu de choses près, il aurait pu tout aussi bien étudier les Ukrainiens d'Alberta. Gaffield, donc, ne choisit donc de ne pas penser l'Ontario français comme un sujet politique et ne cherche pas, par son travail d'historien, à favoriser la construction d'un champ historiographique franco-ontarien distinct. Alors, comprenez-moi bien, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que j'avance. Je prends simplement note du fait, ou de ce qui me paraît un fait, que se pencher sur l'histoire des Franco-Ontariens, par exemple, ne signifie pas nécessairement que l'on cherche à contribuer à la construction d'une historiographie franco-ontarienne proprement dite, et encore moins à la construction d'une référence sociétale ou nationale ou nationalitaire, spécifiquement franco-ontarienne ou même canadienne-française. Dans un cas comme dans l'autre, et chez Gervais et chez Gaffield, pour reprendre ces deux exemples-là, qui me paraissent très révélateurs, je pense, de ce que j'essaie d'illustrer, dans les deux cas, il y a volonté de répondre à une demande de sens socialement produite et s'inscrivant dans un contexte. Mais il me semble aussi que la demande de sens n'est pas la même, qu'elle ne procède pas de la même source ou des mêmes prémices, et qu'on n'y apporte pas, évidemment, la même réponse, selon qu'on s'appelle Gaffield ou Gervais. Ou bien l'on verra chez les Franco-Ontariens une composante, encore une fois, de la diversité constitutive du sujet politique canadien, ou bien on les conceptualisera en soi comme un sujet politique, autonome, autoréférentiel, ou en tout cas aspirant à l'être. Si on voulait changer de registre un peu, et passer par exemple à la sociologie, on pourrait à peu près en dire autant de l'écart épistémologique qui existe entre les écoles de Toronto et d'Ottawa, pour reprendre la classification proposée par Joseph-Yvon Thériault et Martin Meunier, qui se sont lancés dans un débat il y a une dizaine d'années, je pense, avec des chercheurs gravitant dans l'orbite de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Dans un cas comme dans l'autre, le positionnement qu'on adoptera résultera finalement d'un choix. Et espérons que ce sera un choix conscient et assumé. Un choix qui est neutre d'un point de vue strictement épistémologique ou scientifique. La science, à la rigueur, s'en balance de ce choix-là. Mais la neutralité épistémologique de ce choix
ne l'empêche pas, en revanche, d'avoir des conséquences ou des ramifications politiques au sens large certaines. S'il est vrai que les savoirs sont engagés, incarnés, qu'ils sont un produit culturel et qu'ils contribuent à la construction d'une référence. De même, l'appréciation de ces conséquences politiques relèvera d'un point de vue, c'est-à-dire d'un positionnement idéologique, qui court toujours le risque de se transformer en obstacle à la connaissance, mais qui n'en représente pas moins la condition sine qua non. Ce qui est en jeu, donc, dans le cas qui nous préoccupe cet après-midi, c'est le principe instituant peut-être, à partir duquel les chercheurs problématisent l'intégration institutionnelle et symbolique de la francophonie canadienne à la société canadienne globale, soit comme une minorité nationale ou un groupement par référence, qui mérite donc à ce titre un maximum d'autonomie institutionnelle, y compris dans le champ universitaire, soit comme une minorité ethno-linguistique, appelée à partager à une hauteur beaucoup plus élevée la structure institutionnelle et les représentations symboliques de la majorité. La question n'est pas banale, en particulier du point de vue de l'étude des petites sociétés et des minorités nationales, dont la fragilité est constitutive et dont la pérennité ne va pas de soi, et qui semblent condamnées à réitérer constamment la légitimité de leur existence, non seulement face aux collectivités dominantes, mais aussi à leurs propres yeux. C'est pourquoi j'ai intitulé ma petite intervention qui s'achève « La pensée est un geste » ou « Pourquoi étudier la francophonie canadienne ?» C'est une phrase que j'emprunte très, très librement au philosophe Michel Guérin. Dans tout cours d'épistémologie ou de méthodologie historique, la première question qu'on pose aux étudiants, c'est « Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'histoire ?» Ici, je pense que la même question se pose. Qu'est-ce qu'on fait, quel geste pose-t-on quand on étudie l'histoire de la francophonie canadienne? Les historiens participent à et de la construction de qui et de quoi. Donc j'en arrive finalement à mes questions que j'avais soumises à nos panélistes auparavant. Premièrement, est-ce que vous êtes d'une part d'accord avec les crénistes de mon argumentaire? Sinon, la discussion va être courte, et puis on pourra parler peut-être d'autres choses. De Julien, je sais pas, des Canadiens de Montréal. 2. Dans quel sens épistémologique et référentiel évoluent les historiographies de l'Ontario français, de l'Acadie et de l'Ouest francophone? Les convergences entre les trois sont-elles plus ou moins nombreuses que les divergences? Troisième question, où vous situez-vous finalement en tant que chercheur dans ce qui me paraît un débat bien réel, mais souvent inconscient ou implicite? 4. Les supports institutionnels universitaires tels qu'ils existent à l'heure actuelle, dans chacun de vos contextes, suffisent-ils pour assurer l'autonomie référentielle des trois historiographies à l'étude? Contribuent-ils à leur donner tout le capital symbolique nécessaire, pour parler comme Bourdieu, afin d'assurer leur légitimité et par conséquent leur autonomie? Sinon, est-ce que ça représente un problème dans vos yeux? Et dans l'affirmative, comment y remédier? Une dernière question que je me suis permis de rajouter et qui va faire écho, qui est le prolongement de la précédente, et qui fait écho à la conférence de Jean-Philippe Warren d'hier soir. S'il est vrai que l'intellectuel politicien, pour reprendre son terme, est derrière nous, qu'on est au mieux à l'âge de l'intellectuel pédagogue qui nous explique la réalité telle qu'elle serait plutôt que telle qu'on la voudrait, et c'est dans le meilleur des cas, ou alors qu'au pire, on s'achemine vers la fin des ontologies, vers la fin des grands projets collectifs, et vers la délégitimation des intellectuels et de tout discours de vérité, est-ce que ça vaut même la peine de se poser toutes ces questions? Je vais m'arrêter là-dessus et je vais passer tout de suite la parole à M. Mécanico. Merci beaucoup. Merci au CRCCF de l'invitation de venir présenter ici devant vous. Parler des francophonies de l'Ouest, il faut d'abord tenir compte de la réalité sociale de ces communautés qui est une réalité sociale intéressante parce que c'est une réalité qui change mais qui en même temps a une certaine permanence. C'est-à-dire que ce sont des communautés francophones qui sont des petites populations réparties sur un territoire très grand.
Ce sont aussi des communautés qui sont réparties, qui ont une diversité socio-culturelle très prononcée, qui, évidemment, depuis les années 1980, change avec de plus en plus d'immigration des différents pays du monde. Et ce sont des minorités qui vivent avec une majorité anglophone qui est plus ou moins indifférente ou hostile à leurs aspirations politiques. Alors ça, c'est plus ou moins le contexte dans lequel on doit essayer de produire des savoirs minoritaires et des savoirs proprement francophones qui appartiennent à la communauté. Le problème perpétuel et le défi perpétuel de l'intellectuel francophone de l'Ouest canadien, c'est comment est-ce qu'on puisse articuler qui est la francophonie de l'Ouest et qui sont les communautés en soi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on parle d'une communauté qui vit perpétuellement en relation avec la majorité, avec l'autre, et qui est cette communauté et quelle est son histoire, quelles sont ses aspirations. Parce que la réalité sociale et la réalité politique de l'Ouest, c'est que les francophones ne jouissent pas de complétude institutionnelle et ils ne jouissent pas de structures institutionnelles qui nous permettent à articuler facilement qui on est. Je vous donne l'exemple de la Saskatchewan. C'est là où je travaille tout de suite. On n'a pas d'archives francophones. On a des documents aux archives qui sont les documents qui viennent de la CFC, qui viennent de nos mouvements associatifs, qui sont les documents de l'Église, etc. Mais ça fait une quinzaine d'années qu'on n'a même pas d'archivistes francophones aux archives provinciales de la Saskatchewan. Alors déjà, au niveau pratique, ça pose toutes sortes de défis au niveau de la catalogisation, au niveau de la recherche des documents. Ça a créé toutes sortes d'absurdités avec mes recherches, avec des documents qui ont des restrictions. Par exemple, j'ai demandé à voir des documents qui étaient sous restriction par le gouvernement et les archives ont dû embaucher une personne à temps partiel à contrat pour que cette personne puisse réviser les documents en français que je voulais voir pour que je puisse terminer mon doctorat. Alors ça, c'est un défi au niveau pratique, sans même parler des défis dans quel sens épistémologique et référentiel évoluent les historiographies de l'Ouest canadien. Je crois qu'il y a une certaine contradiction dans la façon dont l'histoire des francophones de l'Ouest est conçue non seulement par la majorité, mais par les francophones eux-mêmes. D'abord, la question des langues officielles dans l'Ouest demeure une question politique très importante. Et on a vu ça en 2015 quand la Cour suprême du Canada a finalement donné son arrêt sur la cause Caron, qui était une question si la langue française était une langue officielle en Alberta. Alors on a vu dans toute cette cause-là un besoin de repartir et revenir dans l'histoire pour voir si la langue française était une langue officielle. Alors, tu as une importance de l'histoire francophone de l'Ouest depuis au moins le 19e siècle. Mais en même temps, les historiens anglophones et l'idée dominante dans l'historiographie anglophone, qui a été articulée par Donald Creighton et par d'autres historiens, William Morton par exemple, historien du Manitoba, dans les années 60 et 70, et que le français et les francophones de l'Ouest, c'est comme un genre d'accidents historiques qui sont là. C'est un peuple qui ne fait pas partie de la blueprint ou des plans politiques qu'on avait pour la région. Alors, ça c'est un peu la contradiction dans laquelle moi je dois travailler. Pour les historiens et les sociologues qui s'intéressent, anglophones qui s'intéressent aux francophones de l'Ouest, on s'intéresse à ces communautés surtout sous une perspective de ethnic studies. Et je pense par exemple au livre récent de Alan Anderson,
c'est un sociologue à l'Université de la Saskatchewan. Son livre s'intitule Settling Saskatchewan, où les Franc-Saskois sont traités dans un chapitre sur le settlement et la colonisation de l'Ouest canadien par un peuple parmi d'autres cultures comme les Ukrainiens, les Allemands, les Russes, les Hongrois, toutes sortes de peuples européens qui sont venus à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Cela a l'effet d'évacuer le rôle que les francophones ont joué dans les grands débats politiques de la région et aussi de mettre à côté l'histoire de la présence francophone sur le territoire. Alors, quand Jean-Philippe Warren a donné sa conférence hier soir, il a évoqué la question des différents paradigmes épistémologiques de la langue française et de la langue anglaise. Et c'est justement, ça décrit très bien la situation qu'on a dans l'Ouest. En ce qui a trait à l'historiographie francophone, malgré la faible démographie de la francophonie de l'Ouest canadien, la mémoire historique de ces communautés demeure très forte. Cette mémoire constitue la source d'une énergie politique qui est très considérable et ça permet aussi à ces communautés de continuer de se battre pour réaliser le rêve, un rêve qui est peut-être utopique, d'une région dans laquelle le français est reconnu comme une langue officielle, où les francophones de l'Ouest peuvent vivre avec une complétude institutionnelle et faire valoir leur identité. Cette mémoire est aussi une source de beaucoup de récits historiques qui sont des récits amateurs. L'histoire francophone de l'Ouest, ce n'est pas un espace intellectuel qui est occupé uniquement par des historiens professionnels. On n'est pas nombreux les historiens dits universitaires ou professionnels dans l'Ouest francophone. C'est surtout les historiens en Saskatchewan, c'est Laurier-Garot, en Alberta, France Levasseur-Ouimet, au Manitoba, Jacqueline Blais, qui publie présentement une série de 5 tomes sur l'histoire du Manitoba français. Nos historiens ont tendance à frôler la frontière entre historiens amateurs et historiens professionnels. Ce n'est pas nécessairement un problème, mais ça pose le danger de créer au sein de la communauté et d'élever au discours professionnel et historique certaines vérités historiques qui sont reconnues dans la mémoire communautaire et qu'on ne peut pas nécessairement contester sans contester l'identité de la communauté même. Le deuxième danger, et je pense que c'est une tendance qui est peut-être pas unique aux francophones de l'Ouest, mais je vais parler pour mes autres collègues, c'est le danger de glorifier le passé, le danger de glorifier les combats qui ont eu lieu pour faire valoir la langue française dans la région. C'est-à-dire parler des pères, des prêtres colonisateurs qui sont venus porter le flambeau de la langue française dans l'Ouest et se faire battre pour la grande cause. C'est vrai que ces gens-là sont venus puis qui ont créé les premières institutions francophones, l'Église, les écoles, en certains cas les hôpitaux. Mais en même temps, il faut reconnaître que ces gens-là font aussi partie de l'histoire coloniale du Canada et la répression des peuples autochtones, toute cette histoire-là des écoles résidentielles. Alors il y a un danger là, dans l'historiographie canadienne-française, d'écarter cet élément de l'histoire, d'aller un peu trop sur le côté de valorisation politique des communautés. De l'autre bord, il y a aussi un certain misérabilisme chez les francophones de l'Ouest. C'est fini pour nous, on a eu un bon, c'était bien, mais à quoi ça sert? Puis on n'a pas de chance, on n'a pas d'institution à nous-mêmes. Alors je dirais l'historiographie canadienne-française de l'Ouest, francophone de l'Ouest, semble aller et osciller entre ces deux pôles, ces deux extrêmes, ces deux tendances extrêmes. Comment fais-je pour le temps là? Je ne sais pas si... Ça va? OK.
il ne faut pas non plus oublier les liens que nous avons dans l'Ouest et l'inspiration qu'on prend de nos collègues de d'autres parties du Canada. Et je pense ici, par exemple, au travail de Michael B. Hills sur la lutte pour les écoles, par exemple. Le travail de Michel Buck sur Lionel Groulx. La nouvelle biographie de Gaétan Gervais qui vient d'être publiée par François-Olivier Doré, ou le livre de Joël Béliveau sur le moment 68 et la réinvention de l'Acadie. Ce sont des choses et des études qu'on veut essayer de reproduire dans l'Ouest et qu'on a essayé à certains moments de reproduire dans l'Ouest avec le travail de Raymond Hébert, par exemple. Il vient de publier un livre qui s'intitule « La Révolution tranquille au Manitoba français ». Le titre est très prometteur, mais malheureusement, le livre, c'est comme une collection d'anecdotes sur sa propre vie en tant que jeune activiste au Manitoba français pendant les années 60. C'est pas un mauvais livre, mais c'est une autre tendance et un autre défi qu'on a dans l'Ouest et dans l'historiographie de notre domaine, c'est-à-dire le défi d'aller au-delà de l'anecdote, aller au-delà de la simple énonciation des faits et accéder à la théorie et la théorisation de tout ce qui se passe en société. Pour ce qui est de moi-même, en tant que chercheur engagé, le défi que j'ai en tant que chercheur engagé, c'est de prendre un peu de distance par rapport à la communauté dans laquelle je vis. C'est-à-dire, comment peux-tu être advocate ou chercheur engagé pour sa propre communauté sans être captif aux idées dominantes de sa propre communauté. Ça, c'est le premier grand défi que j'ai rencontré dans mes recherches doctorales. Le deuxième défi que j'ai rencontré, c'est tout simplement de ne pas tomber trop dans le champ de ethnic studies en faisant une histoire des francophones de l'Ouest. Mais c'est un défi très difficile à relever parce que, dans le fond, il n'y a pas vraiment beaucoup de littérature française sur les francophones de l'Ouest en histoire. Il faut accepter tout simplement que si vous voulez découvrir certaines choses, si vous voulez rentrer dans la littérature de notre domaine, de notre région, il faut quand même lire certains historiens anglophones. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les réinterpréter à notre propre façon aussi, à notre propre manière. Une des choses que j'ai fait pour mon doctorat, c'était de prendre tous les récits généraux de l'Ouest canadien en anglais et essayer de voir qu'est-ce qu'ils disaient au sujet des francophones de la région. Et on a essayé de faire la synthèse. Évidemment, sans tomber dans les idées dominantes qui relèvent de cette historiographie. Je vais passer vite au support institutionnel. J'en ai parlé déjà un peu. Le défi qu'on a, c'est qu'en Saskatchewan, on n'a pas d'archivistes francophones. Point. Alors, on donne nos documents, la communauté donne ses documents aux archives provinciales à Saskatchewan, mais on les garde tout simplement dans l'entrepôt tout de suite. On n'a personne. C'est toute une autre histoire. On a coupé les heures de toutes les archives provinciales, puis en tout cas, c'est une question plus générale de l'importance de l'histoire en Saskatchewan. En Alberta, la CFA a une entente avec les archives provinciales d'avoir un archiviste à temps plein francophone qui s'occupe de toutes les archives francophones de la province. C'est très utile, c'est excellent, mais quand même, on n'a pas une institution propre aux francophones de la province. Le Manitoba, c'est une situation un peu différente parce qu'il y a une meilleure complétude institutionnelle et évidemment avec une plus grande communauté qui est mieux concentrée sur le plan géographique et aussi avec certains éléments historiques. Ils ont réussi à avoir une meilleure complétude institutionnelle à ce niveau-là. Mais il ne faut pas non plus nier qu'il y a des appuis institutionnels qu'on utilise, comme par exemple le CRCCF et le réseau plus large d'études francophones hors Québec qui existe avec l'Ottawa, je dirais l'Ottawa et l'Université d'Ottawa comme centre de toutes ces études. Je ne sais pas, peut-être si on a une université franco-ontarienne, ça va changer les choses. Mais il ne faut pas non plus
être trop misérabiliste là-dessus et dire qu'il y a quand même du financement, il y a quand même des services et des choses qu'on peut utiliser pour nous aider. Alors voilà, je ne fais pas trop de comparaisons avec mes collègues de l'Ontario et de l'Acadie parce que ce sont pas mes domaines, mais je sais qu'on partage à certains niveaux certains aspects, éléments de nos travaux, mais il y a aussi des divergences à certains niveaux. Alors, merci beaucoup. Merci Dustin. Enchaînons peut-être tout de suite avec les commentaires de Serge Lévy qui va nous parler du coffre en ontarien. À mon tour de remercier le CRCCF pour son appui indéfectible aux étudiants qui organisent ces colloques-là, l'ayant déjà fait dans le passé. C'est extrêmement enrichissant. Et en plus, je veux reconnaître le travail là, de Philippe et Benoît. Là, franchement, là, merci beaucoup. Merci également pour l'invitation. Ça me fait toujours un petit velours de revenir à Ottawa, où j'ai fait mes classes. Et de participer. Donc, me voilà ravi. C'est assez intéressant. On passe du plus éclaté vers le plus institutionnalisé. Là. Je ne sais pas si c'était voulu, mais bon, voilà ce qui va se produire, je pense. Mon intervention va avoir deux grands axes, finalement. Le premier, ça va être le débat vraiment d'existence d'un champ, parce qu'il y a un débat en Ontario français soulevé, en fait, en partie là, par Michel. Et puis, le débat sur la structure ou de l'institutionnalisation qui va vraiment, je pense, monopoliser là, nos réflexions ici. Quant à la question, c'est-à-dire de l'autonomie, de l'autonomisation d'un champ versus un ethnic studies canadien, je pense que la plupart des chercheurs, du moins la plupart des historiens, en tout cas en Ontario français, ont cherché à résister autant que possible à ce qu'on a appelé, ou du moins... En 1994, Thériault parlait là, que les associations francophones avaient un genre d'allergie là, à la folklorisation. On était allergique à la folklorisation, puis je pense un peu, les historiens en tout cas, ont certainement eu cette allergie-là. Ils l'ont probablement encore en général, mais ça n'empêche pas le fait qu'il existe de réelles tensions. Mais bon, je pense en général, on adopte un a priorisme selon lequel l'Ontario français est un sujet, un objet d'étude qu'il existe. Que généralement, on a composé un champ sur l'Ontario français, qu'il a une relative autonomie par rapport à la société majoritaire, même si elle y participe. Comme un genre de double citoyenneté en ce sens-là, finalement. Mais je veux commencer d'abord à parler au sujet des critiques, finalement, ou de quelques critiques qui persistent encore aujourd'hui, en fait, qui nous mènent à complexifier un peu cet a priorisme-là. Certains diront, par exemple, que l'Ontario français, même le fait d'être minoritaire, serait une fabulation, finalement. Une construction discursive, dis-je, de l'élite, d'une élite déconnecté d'une réalité du plancher des vaches, finalement. On dira même qu'il n'y a aucune base matérielle, finalement, qui correspond à une catégorie de minoritaires. Plus que normatif, c'est réducteur. Donc, puisque c'est réducteur, ça n'empêche l'autonomie de la personne, de l'individu. Donc, il serait faux de parler de franco-ontarien, on utilise souvent les guillemets, c'est pour fendeur, en tout cas, car elle n'existerait pas, et ça nierait ses caractéristiques fondamentales comme l'hybridité, le bilinguisme, son intégration dans une société anglo-canadienne, anglo-ontarienne, une économie de marché, finalement. Ces franco-ontariens seraient souvent des êtres humains, avec des intérêts de classe, finalement, souvent liés à la sécurité de l'emploi et de la consommation. Avec un ado, il parle français. Sinon, les imaginaires référentiels que l'on évoque dans nos études, finalement, ne serait qu'une façon mesquine de justifier notre existence. Nonobstant du fait, puis c'est peut-être une critique qu'on pourrait faire, il y a quand même 100 000 à peu près étudiants, élèves dans nos écoles de langue française, des milliers d'étudiants dans nos collèges et universités, donc il y a quand même un acte qui se fait ici. Pour me préparer pour cette table ronde, j'ai relu notamment la première c'est-à-dire le lancement là, en 1978 de la Revue du Nouvel Ontario. Je pense
parle de ce débat-ci. Notamment avec Donald Denis qui a un texte très intéressant qui s'intitule « La difficulté d'être idéologue franco-ontarien », dans lequel il affirme que les intérêts de classe de la nouvelle élite, dont je fais nouvellement partie en tout cas, et les enseignants et les autres seraient déconnectés finalement des intérêts de la classe de la majorité des franco-ontariens, entre guillemets toujours, qui, elle, est ouvrière. Okay? Ils ont cette approche marxisante, reprise récemment, devenir un petit peu plus postmoderne, la posture épistémologique qui parle de l'existence d'une francophonie comme entité, comme société en gestation ou en prétention d'être société, est largement remise en question. Ça serait fausser la réalité que de croire qu'il y aurait un groupe sociétal nationalitant wow. Il ne se réveille pas le matin et dit « Je suis franco-ontarien » ce matin. Ils ne vivent pas intégralement. Ils vont faire des épiceries en anglais, tout ça, ou quoi que ce soit. Donc une tension. C'est un espace sous tension. En évoquant minorité n'est pas réalité, puisqu'elle n'est pas vécue quotidiennement, nécessairement, ou du moins chaque minute de la vie, ce serait également une étiquette beaucoup trop absolue, finalement, pour répondre au pluralisme de l'individu. Lorsqu'on fait un pain aux bananes, on ne fait pas un pain aux bananes franco-ontarien. On ne pense pas au lourd poids de la minorisation, finalement. On ne souffre pas incessamment d'une forme d'aliénation, nécessairement. Donc, est-ce qu'elle existerait? Ou est-ce que c'est un construit qu'on se fait des fois? Pire, on est parfois même dans une hiérarchisation des aliénations pour rendre légitimes certains groupes par rapport à d'autres, et on observe cela. On fétichise également certaines méthodes, vues comme étant plus collées à la réalité, plus vraies, plus authentiques, enfin, par rapport à d'autres méthodes de recherche. La recherche en archives, par exemple, serait moins authentique, légitime, que prendre son micro et aller voir le vrai monde qui donne une légitimité à son récit, finalement. Du moins, il y a ce débat-là. C'est louable comme approche et il faut le faire, mais il faut reconnaître aussi que la source orale est extrêmement problématique en soi, intéressante également. On retiendra finalement dans cette critique que les francophones sont souvent des citoyens canadiens qui consomment, comme leurs voisins, les produits de la culture dominante. N'accepteraient-ils pas finalement l'hégémonie culturelle présente? Ne seront-ils pas participants dans cette hégémonie-là, avec plaisir même? À laquelle je pose la question finalement, est-ce que la décision d'écouter une pièce en français ou la décision d'envoyer son enfant à l'école en français, suivre un programme en français, demander un permis de conduire en français, est-ce que ça relève strictement de la consommation matérielle? Donc, il faut faire attention de vraiment réduire à cela strictement. Donc, une énorme tension, et ça arrive qu'on ne parle même pas la même langue quand on parle la même langue, pour ainsi dire. Et je constate, et je l'ai revu récemment, que l'engagement de la pensée est souvent vu comme, ou du moins est vu comme une tentative par une classe d'élite, non pas pour outiller sa communauté, mais bien pour justifier son existence, ses gros salaires, protéger son pouvoir, etc. Donc, lorsqu'on demande, finalement, dans quelle posture êtes-vous, je pense que ça... C'est assez clair où je suis. Je m'intéresse. J'ai travaillé sur les références nationales au Canada français. Finalement, on peut se poser la question, pourquoi tu as fait ça finalement? Quel est l'intérêt de s'intéresser à la référence en Ontario français plutôt que s'intéresser à des vraies choses comme l'accès aux soins de santé, le développement économique, où les impacts peuvent être immédiats, clairs et surtout peuvent devenir très attrayants pour des CRSH. Dans un univers, finalement, gouverné par des intérêts matériels, marchandages, identitaires, à la carte, finalement, construit, qu'on veut, n'est-il pas plus important d'assurer la plus-value de ces travaux, se rendre pertinent dans une société post-industrielle, plurielle et mondialisée? La question se pose. Donc, j'en reviens en 1978, alors de la publication du premier numéro de la RNO, revue du Nouvel-Ontario encore, et qui, c'est un numéro fort, elle pose la question. Et elle dit, voici un champ.
Hein, je cite, « La publication de la Revue du Nouvel-Ontario marque à la fois la continuation de la tradition du fait français en Ontario, tradition vieille de 2 siècles, et l'émergence d'une nouvelle réalité francophone dans cette province anglophone. » Et Pierre Savard contribue à ce numéro. Et en fait, si Donald Denis dit de la difficulté d'être idéologue, c'est en réponse de Pierre Savard, son texte de la difficulté d'être franco-ontarien, que je cite. « Avec l'éclatement au moins politique du Canada français, les Canadiens français de l'Ontario ont pris meilleure conscience de leur identité. Plusieurs d'entre eux se sont mis à s'appeler franco-ontariens, manifestant à la fois leur attachement à leur culture et à leur langue canadienne-française, leur attachement à l'Ontario, leur distance à l'endroit du Québec, etc., etc. Donc, en plus, le mot franco-ontarien serait en plus qu'un mot, ça relève la condition minoritaire et marginale des francophones de l'Ontario. Donc, c'est très clairement positionné comme étant un champ ici, l'autonome. La position est très forte. Elle annonce l'autonomie, maintient la racine canadienne-française, mais dit essentiellement, ce n'est pas strictement du ethnic studies, on prend ce que se fait en anglais, on le plaque en français, malgré le fait qu'on va critiquer Pierre Savard de flirter avec ça durant les années 70. Donc voilà, si peut-être je suis savardiste d'abord, finalement, dans ce sens-là, ou gerviste, mais bon. Revenons à Donald Denis, de la difficulté d'être idéologue. On le voit venir, finalement. Et je vais citer parce que c'est très intéressant. La Revue du Nouvel-Ontario, par l'entremise des auteurs qui l'inaugurent et par la philosophie qui l'inspire, véhicule, c'est-à-dire la philosophie qui l'inspire et véhicule, est évident que c'est une idéologie précise, nationaliste, qui part du principe qu'il existe en son Ontario une société franco-ontarienne, en guillemets, laquelle est en voie d'assimilation ou d'épanouissement, mais dont on traite comme s'il s'agit d'un organisme vivant aux contours bien délimités. Ce principe est en général pris pour acquis. Il s'agit d'une donnée que l'on ne questionne pas. Fin de la citation. Donc, Denis qui est très critique, finalement. Le franco-ontarien serait, il continue, il fait une longue démonstration très intéressante. Le franco-ontarien est mythique car on est incapable de le cerner. La définition, toutes les définitions sont inadéquates, finalement. Elle est construite par le haut sur le bas, c'est-à-dire sur les gens normaux, on va utiliser ce terme. Et l'intégration des franco-ontariens dans le milieu urbain et dans l'économie industrielle serait le champ de signe de toute autonomie. C'est-à-dire, ils ne sont pas en parallèle, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de cette économie-là, donc difficulté de même voir l'Ontario français comme un objet. Donc, on impose vraiment un absolu binaire. Soit on est pleinement franco-ontarien, soit on est prolétaire industriel, anglo-américain, etc., etc., etc. Cette vision-là, on la revoit encore dans les études socio-constructivistes. Michel l'a évoqué tantôt, de ce qu'on a appelé l'école de Toronto, à tort ou à raison, finalement, où on continue avec, lorsque vous parlez de franco-ontarien, où vous voulez transmettre quelque chose, vous faites créer une norme linguistique, une norme identitaire qui ne fait qu'opprimer l'enfant. L'enfant doit construire sa propre identité, doit être autonome. Donc, force est de constater que je suis un bourgeois déconnecté qui cherche à tout prix de maintenir son statut dans cette société. Quand je donne des conférences à grand public sur la question nationale, par exemple, une quarantaine de personnes se présentent. Finalement, c'est leurs intérêts de classe. Ils veulent manger le fromage gratuit que je leur offre. Le fait qu'il n'y a pas de mineurs dans la pièce serait une réprobation de ma posture épistémologique. Du moins, si je caricature, évidemment. Si je parlerais de skidoo, toutefois, je ne suis pas convaincu qu'il y aurait plus de gens du milieu mineurs, miniers, finalement, excusez-la, qui seraient là, finalement. OK? Donc, c'est ça. Mes recherches ont ce rôle normatif qui est de nommer, de situer une communauté imaginée dans le temps et d'y retrouver son sens. Je crois sincèrement qu'ils ont un sens à cette existence, à cette persistance. Je ne crois pas que ce soit strictement une plus-value économique, un outil pour que l'être humain puisse se positionner en une meilleure posture matérielle. À ma connaissance, on a à peu près 1 millionnaire franco-ontarien, puis il est à Montréal. Là, fait que c'est pas forcément il est bilingue, il va réussir plus.
En tout cas, j'ai de la difficulté à simplement voir ça comme ce calcul mathématique potentiel-là. Au niveau des supports, parce qu'on va en discuter davantage tantôt, au niveau des supports institutionnels, la question, c'est là où que ma transition vers le monde professoral, finalement, m'a vraiment le plus frappé. C'est ça qui m'a vraiment le plus frappé. Parce qu'en théorie, ça devrait aller bien, parce qu'on a des structures et on a des lois. Par exemple, j'ai évoqué hier la loi sur l'Université d'Ottawa de 1965, dans laquelle, et je vais citer un des buts de l'institution, c'est de favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, et de préserver et développer la culture française en Ontario. Pourtant, les études franco-ontariennes, canadiennes-françaises, francophonie-canadienne, j'ai l'impression qu'ils deviennent drôlement fragilisés en ce moment. On parle de capital symbolique tantôt. Force est-il de constater que ce capital se fait de plus en plus rare du côté des études des francophonies minoritaires, du moins comme champ. À moins qu'elles soient légitimées par des études sur ce qui est prioritaire, c'est-à-dire du côté des agences subventionnaires ou ce qu'on peut recueillir comme dons privés. Je crois également que ce capital symbolique se construit historiquement, selon des contextes livonnaires. Dans les années 60-70, on était vraiment dans... Toutes les institutions de langue anglaise embauchaient un Québécois pour faire de l'histoire québécoise. Tout le monde. Je veux dire, Wallot, Jean-Pierre Wallot, René Durocher, ces gens-là ont obtenu des jobs à Toronto. Ils n'ont pas resté longtemps, mais ils ont eu des jobs à Toronto. Fernand Ouellet y est resté. Donc, il y avait un contexte pour ça. Aujourd'hui, bien malin celui qui est capable de trouver un cours sur l'histoire du Québec, laisse faire la francophonie canadienne. Bien malin celui qui pourrait trouver un étudiant qui voudrait le prendre, de toute façon. Donc, ça change, selon le temps. On peut faire l'exercice pour la nouvelle histoire sociale, pour l'histoire ouvrière, l'histoire de l'immigration, l'histoire des femmes, bref, des marginalisés. Plus qu'on est marginalisé ou opprimé, plus légitime est l'objet d'étude parfois. Je suis cynique ici, je l'avoue. Présentement, malgré le fait que comme une chaire de recherche en histoire de l'Ontario français, la pression est présente et existante pour orienter les activités scientifiques vers des sujets plus autochtones. Malgré le fait qu'on a posé ce geste, ce choix, il existe des tentatives de « As-tu pensé à faire ça? » Sinon, on me dit ouais, tu pourrais être extrêmement créatif, on peut s'associer à des ingénieurs puis faire de la recherche vraiment, vraiment intéressante, vraiment pétée, mais comme le rappelle Warren, ces gens-là vont publier en anglais. Donc, cette recherche se fait presque exclusivement en anglais, puis il n'y a pas de génie mécanique franco-ontarien quand même. Sinon, on me demande quand est-ce que je vais m'intéresser à la santé en Ontario français, puisque les bailleurs de fonds aiment bien ça. On me dit, tu pourrais étudier, je sais pas, peut-être l'histoire de l'accès aux soins de santé en français, quelque chose comme ça, je sais pas. Parce que les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce que c'est ce champ. On me dit également qu'il y a des attentes précises des instances gouvernementales sur ce qui devrait être prioritaire et que je devrais peut-être me positionner face à ça. Je suis tout nouveau, là. C'est quand même assez intéressant de voir ces discours-là peser sur moi, qui finalement, mon analyse, c'est que on essaie d'orienter, on a supposément une liberté académique, mais il y a comme une tentative d'orienter. C'est assez intéressant, finalement. L'encouragement vers cette entreprise est comme une brèche à cette liberté qui est pourtant au cœur de l'université. Alors, des suggestions. On les suggère souvent. Je vais avancer ici pour traiter de l'allocation des ressources, parce que ça, c'est un autre aspect de la question institutionnelle, c'est l'allocation ou le refus de donner des ressources pour les études, sous forme de bourse, de professeurs, de cours, de programmes, de centres de recherche. Ça a une influence énorme sur un objet de recherche. La francophonie canadienne ne produit pas des tonnes de millionnaires qui peuvent juste simplement démarrer un building partout dans tous les campus là, de l'Ontario français, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas, on réussit pas à attirer ce grand capital-là qui permet, comme par exemple chez nous, les projets miniers ou ailleurs, les sables bitumineux, à engager de la pensée vers ça. Donc, l'allocation ou non de ressources est particulièrement importante pour les minorités francophones, simplement en raison de l'existence de nombreux centres qui font la promotion de sa recherche. Je pense
principalement au CRCCF, par exemple, dans le cas ici. Hein, à ma connaissance, le CRCCF n'a pas vraiment de mécène qui vient chaque année faire un gros chèque, à moins que c'est la Faculté des Arts. À ma connaissance, ça ne fait pas énormément d'argent, à moins que quelqu'un décide de photocopier 1 kilomètre d'archives. Mais n'empêche, c'est un choix. C'est un choix de financer le centre, c'est un choix de l'investir. Et ça, c'est pas neutre. Et ça a un impact. L'Institut franco-ontarien, de son côté, vit cette difficulté-là, cette remise en question, parce qu'on dit que t'es comme le Snow Lab. Le Snow Lab qui étudie les neutrinos et puis la matière noire, finalement, ou en tout cas. C'est comparer une pomme à une Cadillac, finalement, et cette comparaison-là demeure un choix. C'est un choix de dire, vous êtes comme ces instances-là qui ont leur propre fond voilà l'intérêt. Je vais conclure simplement avec cette idée-ci. Si on ne va pas étudier les neutrinos à la Laurentienne, on va le faire à Genève. On va le faire à Francfort. On va le faire à Tokyo. On va le faire à Istanbul. Il n'y a personne qui va faire de l'Ontario français à Istanbul. Je m'arrête à ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être groupé, concis, toujours ainsi intéressant. Le dernier d'une table ronde, les gens commencent à... mais bon, 5 questions, 15 minutes, c'est fort de café. Donc, pour les prémices, je suis assez d'accord avec ce qu'a formulé Michel. Il me semble effectivement que dans le choix d'un sujet, d'un objet, d'une méthode, il y a un geste, il y a une prise de position idéologique et épistémologique. Et je pense que je vais commencer mon propos à partir de l'exemple de la production historienne en Acadie. Je trouve que ça va donner des bons éléments pour la discussion, un peu de perspective historique. Bon, je ne remonterai pas au déluge, là, soyons pratiques. Allons à l'institutionnalisation des études acadiennes avec la création de l'Université de Moncton en 1963, et je vais me permettre des caricatures pour rendre mon propos efficace. Donc, 3 grandes générations jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu ceux qu'on a nommés les historiens critiques, néo-nationalistes. Bon, il y a plusieurs noms des années 70-80. Ensuite, les historiens normalisateurs, puis une nouvelle relève qui est actuellement en train de prendre sa place. La première génération qui s'est implantée à l'Université de Moncton ont cherché d'abord à donner une forme universitaire aux études acadiennes. Et comme toutes les générations, on regarde ce qui s'est fait avant, on dit que c'était mauvais, puis on propose autre chose. Donc, c'est des historiens critiques qui se sont fait critiques d'une historiographie traditionnelle, traditionnaliste, mais encore là, il y a des éléments de continuité. Souvent, on cite des ruptures où il y a quand même des aspects qui se poursuivent. On va critiquer le fait qu'on a fait beaucoup d'ouvrages sur les institutions d'orientation politico-religieuse, l'histoire d'un collège, d'un couvent, etc. Et on va essayer de vouloir dépasser ça. Il y a un intérêt chez ces chez cette cohorte d'historiens critiques de briser avec les structures, de briser avec l'histoire du monolithisme. On va inviter les chercheurs à multiplier les termes, à s'ouvrir à l'histoire culturelle. Léon Thériault écrira dans un manifeste qu'il publie en 1973, on s'est limité à une étude des structures. Hein? On nous a présenté une histoire de consensus, une histoire où tous les francophones étaient d'accord. Et lui qui appréhende, donc il y a beaucoup de similitudes pour l'Ontario français avec Gaétan Gervais. C'est très parlant à ce niveau-là. Il va chercher donc à s'intéresser à l'Acadie d'une manière globale, comme société globale, comme sujet collectif. Il va aussi ouvrir la porte, ce qui est assez intéressant, à d'autres champs. L'Acadie comme société globale, c'est l'Acadie économique, c'est l'Acadie sociale, c'est l'Acadie culturelle, c'est l'éducation, etc. Mais ce qu'il se rend compte, et ça il le dit aussi, il dit la plus grande lacune se trouve probablement dans l'absence d'une interprétation globale. Et une grande partie de sa carrière va être consacrée à essayer d'offrir une périodisation de cette histoire acadienne. Donc, d'essayer de donner une forme d'interprétation à ça. Et du coup, ça va être un peu une œuvre inachevée, ce que cette génération-là avait lancé comme projet, parce qu'on va accuser notamment un certain retard au niveau de l'histoire sociale et économique. Et ça leur sera noté par leurs successeurs. Mais juste avant, ici, on est donc devant un groupe dont le geste, la position, c'est
justement essayer de saisir si dans le passé, effectivement, on est d'avis que c'est le cas, les acteurs ont cherché à institutionnaliser la référence acadienne. Et on a aussi une volonté de participer à ce projet collectif-là. Il y a l'idée d'insuffler un sentiment d'historicité. Il y a cette espèce de dialogue entre cette perspective-là. Je dis tout de suite, là, les Ethnic Studies n'ont pas fait école en Acadie. Il y a eu les travaux de Tremblay, mais ça ne s'est pas poursuivi. L'idée d'une folk society qui serait devenue moderne, c'est pas un axe qui est très apparent dans les études. Alors, arrive donc une nouvelle génération qui sera formée par ces historiens critiques qui leur disent « Faites de l'histoire sociale, économique, il faut en faire. » Puis eux disent « Oui, mais n'en faites pas. » Donc, c'est aussi une génération, il faut penser à l'époque, dans les années 1970-80, après la publication de l'ouvrage de Thompson sur The Making of English Working Class, il y aura toute l'effervescence de la New Labour Theory, de la nouvelle histoire sociale. Puis, beaucoup des professeurs qui vont vouloir se placer à Toronto, en Ontario, anglais, Greg Healy, David Frey, etc., trouveront pas de poste parce qu'on en a embauché il n'y a pas longtemps. Et ces gens-là vont se diriger vers les maritimes et noyauter autour de la revue acadiensis. Donc, on a des jeunes Acadiens à l'Université de Moncton qui se font dire par leur professeur « Faites de l'histoire sociale et économique pour comprendre l'Acadie de manière globale », puis qui baignent dans un bassin d'histoire sociale. Et donc, ces gens-là vont être interpellés par l'étude de l'histoire sociale et économique. Et lorsqu'ils vont se mettre à évaluer la production de leurs prédécesseurs, ils vont leur reprocher d'avoir fait une histoire qui était un peu isolée. Hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir posé la question de l'Acadie dans un axe national, pour eux, ne dialoguait pas beaucoup avec l'extérieur. On a aussi cherché à autonomiser le champ. On avait créé des revues, donc des institutions propres, et on leur dit oui, mais ça ne parle pas beaucoup à l'historiographie maritimienne, canadienne, etc. Et on va chercher donc à briser avec ça. Il y a une espèce de, je vais me permettre l'expression, il y a un peu aussi à l'époque une écœurantite du discours. Hein. On va leur dire, vous n'étudiez que du discours. Comme le dit notamment dans leur manifeste, cette génération-là, on ne peut pas éviter le discours, là, mais l'Acadie, ce n'est pas que discours. Alors, on va vouloir détourner l'axe national vers la société. Les Ontario avaient d'ailleurs déjà dit, arrêtons de faire l'histoire de l'Acadie, faisons l'histoire des Acadiens. Eux ont reçu ça comme un plaidoyer en faveur de l'histoire sociale. Ils vont dire, effectivement, allons étudier la société. Mais à l'époque, l'espèce de rejet de l'axe national, sur ce rejet-là, il y avait une question de subjectivité et d'objectivité. Pour eux, le fait qu'on avait fait de l'histoire nationale, qui était par défaut nationaliste, même l'histoire nationale n'est pas nationaliste, c'est-à-dire qu'eux percevaient ça comme ça, parce que ces gens-là étaient engagés, on a voulu se distancier. Et pour créer la distance, notamment, on a employé des nouvelles méthodes. Hein. L'analyse quantitative, l'histoire orale, on se disait, ça va nous permettre de contourner ces lacunes-là. J'ai un extrait de l'introduction d'un texte de l'une des historiennes de l'époque qui nous dit, et on voit là le raisonnement, nous avons choisi d'utiliser l'analyse quantitative pour effectuer notre enquête. Cette méthode permet non seulement de comptabiliser facilement un grand nombre de cas, mais d'éviter que des variables subjectives ne se glissent dans notre analyse. Ainsi, elle élimine les partis pris des contemporains de l'époque. Hein? On voit là qu'il y a comme magiquement, par l'analyse quantitative, on se crée une objectivité scientifique. Donc, ce qu'ils vont proposer comme projet, c'est une histoire qui est assez contraire à ce qu'on avait fait là. L'histoire, c'était l'histoire, on faisait toujours l'Acadie des origines à nos jours. Hein. Les historiens critiques, Régis Brun, Léon Thériault, Michel Roy, ont tous écrit des synthèses. On montait là, avant la déportation pour faire l'histoire de l'Acadie. Là, on dit non, faisons des études pointues, détaillées sur des thèmes socio-économiques, avec des nouvelles méthodes, de nouvelles approches, et de leur position se dégageait l'idée d'une Acadie normale. L'Acadie n'est pas isolée du monde, elle fait pleinement partie du monde occidental. Elle a non seulement vécu, mais elle a participé à l'industrialisation, l'urbanisation, de cette approche, hein, pour parler dans les termes de l'histoire sociale, du bas vers le haut. Là. Arrêtons de faire une analyse à vol d'oiseau, partons au ras du sol, comme ils le disent. Il va émerger de ça une histoire des femmes, une histoire des travailleurs, une histoire urbaine. Comme l'avait dit Serge Gagnon dans la préface du récent collectif Clio en Acadie, pour la première fois, on apprenait que c'était pas seulement la déportation des Acadiens, mais la déportation des Acadiennes et des Acadiens. Alors,
Je pourrais reprendre ici ce qu'avait signé dans un récent plaidoyer l'historien Joël Béliveau puis Patrick Michel-Noël, qui nous disait que finalement on a relativisé l'exceptionnalité de l'expérience des Acadiens et des Acadiennes envers et contre le discours particularisant des idéologues. Alors on s'est inscrit en ce sens-là. Il y a une recherche d'une certaine... en fait, on affirme une normalisation de l'Acadie. On est dans une position aussi de déconstruction de mythes chez cette génération-là. Beaucoup de leurs textes, d'ailleurs, dans leur manifeste Économie et Société, sur la colonisation, les entreprises, etc., partent d'une prémisse pour dire, comme par exemple, les pères fondateurs de l'Acadie disaient coloniser parce que si vous pêchez, vous allez être coincé dans les rouages des pêcheurs anglo-normands qui vous payent avec des jetons, puis bon, vous allez... Et du coup, ce qu'on formule ici, c'est de dire, OK, oui, on disait ça, mais tous les Acadiens de la côte pêchaient. Donc, c'est l'idée de déconstruire les mythes, mais à l'inverse, on ne reconnaissait pas tellement la portée mobilisatrice des idées. Hein? Les idées créent du social, c'est pas juste quelque chose d'insaisissable qui flotte dans les airs, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui en découle. Alors, il y a eu ces apports-là, le fait qu'on montre une certaine normalité de l'Acadie, les réalités socio-économiques, l'inclusion des femmes, l'histoire du travail, l'histoire urbaine. Mais on sent que dans leurs gestes, chez eux, il y avait cette, plutôt que de partir du prisme collectif, c'est l'idée que c'est les masses qui font l'histoire. On se positionne pour dire que ce sont les acteurs au pluriel, les femmes, les travailleurs, etc., qui font l'histoire. Et c'est pourquoi on va s'intéresser davantage à ce qu'on pourrait dire les Acadiens individus plutôt que l'Acadie-nation. Bon, c'est leur posture. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'en évacuant les composantes discursives, parce que quand j'ai dit là, on s'écarte des discours, on évacue les composantes discursives totalement, les Acadiens deviennent finalement des êtres décomposés au point où ils ne sont plus des Acadiens. Hein? Ils deviennent un sexe, une langue, une occupation, un travailleur. Donc, pour reprendre ce qu'avait dit notamment le sociologue Julien Mascotte, l'Acadie ici est davantage un objet qu'un sujet dans cette perspective-là. On a fait, comme il l'a écrit aussi, une histoire de l'Acadie en l'absence de l'Acadie elle-même, c'est-à-dire une histoire en Acadie, mais pas une histoire de ou sur l'Acadie. Il y a une différence dans ça. Joseph Yvron-Ontario dirait qu'on aurait confondu les identités plurielles au projet collectif. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la somme des identités plurielles qui fait l'identité collective. Alors, c'est une histoire qui, sans idée, sans culture, sans politique, sans idéologie, se présente à mes yeux comme étant plutôt désincarnée. C'est une histoire sans acteurs et sans mobilisation. Pour faire le pont avec le colloque, c'est une histoire qui a une certaine, c'est pas seulement moi qui l'observe, une certaine factualité. C'est-à-dire qu'on n'interprète pas beaucoup ce que l'on trouve en fonction de l'Acadie. Et par défaut, ça s'inscrit comme un savoir qui... on situe mal entre l'histoire canadienne et maritimienne, mais on voit mal comment est-ce que ça s'inscrit dans la réalité acadienne. Mais ce que je veux dire, c'est que cette dénationalisation-là me semble plutôt involontaire. C'est-à-dire qu'on est conscient de notre posture, mais on n'est pas tellement... On ne s'est pas arrêté à essayer de voir quelles allaient être les répercussions. Et Jacques-Paul Couturier, qui est l'un des porte-paroles de cette génération-là, d'ailleurs, témoigne de cette lucidité-là dans un texte qui est vraiment rarement signé. Je ne sais pas s'il a déjà été cité même. Alors moi, je vais me permettre de le citer parce que c'est très intéressant l'analyse qu'il fait de la situation. Il dit « La nouvelle historiographie, il parle de sa cohorte, s'est surtout préoccupée d'être sociale ou économique avant d'être acadienne. Elle a cherché à établir sa pratique sur des fondements théoriques et méthodologiques avérés. Ce faisant, elle a négligé de proposer son propre modèle d'interprétation de l'histoire acadienne, de crainte d'être acadianisée, l'y embrigadée au service d'une cause sous folklorisée. Quel est le modèle d'interprétation des nouveaux historiens? L'espace-temps privilégié, l'approche mise à profit, les thèmes fréquentés, les problématiques posées suggèrent des pistes pour la formulation d'un nouveau paradigme, mais les nouveaux historiographes, s'ils veulent que l'expression colle, devront expliciter leur projet historiographique et lui donner corps. Malheureusement, on a écrit ces lignes-là en 1996, puis on ne donnera jamais suite. Du coup, l'histoire de l'Acadie va rester dans un certain errement dans cette production-là. Alors là, vous me voyez venir, la nouvelle génération, regarde ce qui s'est fait avant, puis là, on saisit cette limite-là, on se dit, nous, on veut réintroduire une réflexion sur
sur l'Acadie, hein, l'Acadie qui était vécue autrefois, qui est vécue aujourd'hui, qui a ses institutions, et encore un dialogue existe, donc c'est un objet légitime à leurs yeux. Et on va prendre l'axe de... Si je regarde, là, c'est assez chaud, mais les tendances m'apparaissent être tournées vers une histoire culturelle, revigorée par certains aspects d'histoire politique. Et l'idée, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. On voit ça, on recherche un équilibre. On reconnaît, par exemple, oui, l'Acadie fait pleinement partie du monde occidental. La normalité, c'est quelque chose d'acquis, mais ce qui ne nous empêche pas, justement, d'essayer de la penser elle-même. On va voir d'ailleurs que cette approche sur la normalité invite certains chercheurs de cette cohorte à s'intéresser à une histoire comparée, par exemple. On va vouloir étudier une pluralité d'acteurs, une pluralité de milieux. On s'intéresse à la jeunesse, au mouvement d'action catholique, pas seulement à des groupes de gauche, de droite. On veut vraiment varier les thèmes, mais l'articuler à l'Acadie elle-même. Aussi, bon, il y a l'intérêt pour l'étude de l'Acadie avec l'extérieur. Hein. Il y a les relations France-Acadie, Québec-Acadie, Acadie-Amérique latine, Acadie-Afrique. L'idée, c'est pas, la position n'est pas, justement, pour saisir cet objet, c'est pas de dire qu'on isole l'Acadie, au contraire. L'Acadie poursuit son dialogue, mais on accepte justement de reconnaître qu'il y a une réalité singulière qui participe tout de même de ce fait qui est tout aussi universel que d'autres sujets. C'est-à-dire, c'est de l'étudier pour ce qu'elle est en soi. C'est-à-dire dans sa totalité, et ça exige pour moi cette position-là. Ce qui m'amène à... Michel nous a demandé d'essayer de se positionner un peu dans ça. Moi, je fais partie de ce groupe-là. Dans son plaidoyer, justement, en 1973, Léon Thériault disait la production historiographique n'explique pas. C'est-à-dire qu'on se trouvait devant une espèce de juxtaposition de faits où l'interprétation semblait nous échapper. D'une manière similaire, Michel Roy disait on fait de la comptabilité. On disait regardez, il y a du nationalisme dans les années pré-1960. Il y a l'Ordre de Jacques Cartier, l'Association acadienne d'éducation, la Société nationale d'Assomption, la Société mutuelle d'Assomption, la CJC, etc., etc. Oui, mais qu'est-ce que ces associations ont fait? Qui est-ce qui les a animées? Pourquoi on les a fondées à telle époque plutôt que d'autres? C'est ce qui fait que devant la production sur certains sujets, on est un peu désemparé. On se demande, la Révolution tranquille acadienne, ça tombe un peu du ciel. Les mobilisations collectives de femmes, on connaît Marichette à la fin du 19e siècle qui a écrit des lettres dans le journal L'Évangéline pour revendiquer le droit de vote pour les femmes. Mais ensuite, pouf, on saute à la seconde vague du féminisme, comme s'il n'y avait pas eu de continuité entre les deux. Alors, de mon point de vue, moi, je m'intéresse à l'Acadie dans ses dynamiques justement internes. Je m'intéresse à l'Acadie pour, oui, son histoire des acteurs et des mobilisations. Pénétrons donc ces institutions. Si on s'intéresse à l'histoire des institutions d'éducation, plutôt que de dire on a construit un mur, puis un édifice, puis il y a 100 étudiants de plus qui peuvent être inscrits, allons voir ce qui se fait dedans, il me semble que ça va de soi. On étudie l'histoire de l'éducation, l'établissement fait de l'éducation et qui aurait son nom à l'histoire d'enseignement. Alors, je me dis, allons voir à l'interne, découvrons ces acteurs, leur capital culturel, leur culture, leur bagage d'idées, comment est-ce que ça oriente leur mobilisation. Dans la synchronie, dans la diachronie, ça va de soi. Pour ce qui est des structures, Serge l'a évoqué, je trouve moi, je suis assez satisfait. Là. On peut toujours, évidemment, demander plus. Mais c'est-à-dire qu'on a une université, l'Université de Moncton, où on peut étudier en français dans une pluralité de domaines. On a des chaires de recherche, l'Institut d'études acadiennes, des revues d'histoire régionale, des sociétés d'histoire régionale qui se portent plutôt bien. Il y a des échanges multidisciplinaires. On a traité tout à l'heure de la question des débats. Je pense qu'il y a peut-être ça qui manque, malgré cette institutionnalisation-là. Joseph Yvon-Thériault disait que plutôt que débattre en Acadie, on s'ignore. Noël et Béliveau avaient dit que ça ressemble plutôt d'une série de monologues que vraiment des... Puis je pense qu'il y a du vrai dans ça. J'aimerais peut-être qu'on puisse s'engager davantage. Je suis pour aussi qu'on revigore le champ pour poser, décider de discuter justement de la question dont on discute ici. Est-ce qu'on peut appréhender l'Acadie pour ce qu'elle est elle-même? Ça serait important. Des études de 3e siècle, ce serait bien. Hein? Ça fait plusieurs années qu'on parle il n'y aura pas de doctorat en histoire, il y en a un en littérature et en sociolinguistique. Mais je pense que le projet d'un doctorat en études acadiennes qui est multidisciplinaire est intéressant en soi. Je suis évidemment pour le voyage, mais justement, en même temps,
on découvre des nouveaux réseaux, hein, mais le fait que les étudiants francophones qui ne veulent pas nécessairement quitter, mais poursuivre des études en français, pourront le faire, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on veut poursuivre des études en français, il faut quitter les provinces maritimes, aller au Québec, au 3e cycle, ou en Ontario ou ailleurs. Alors, je pense qu'il y a ça qui serait intéressant. La 5e question m'échappe un peu. Oui, bon, la fin des intellectuels. Moi, les crises, on carbure à la crise. Je suis jeune, donc par définition optimiste. Je pense que c'est un devoir des intellectuels de s'engager si on observe tout de suite qu'il y a des manques, de se commettre, de se mouiller, d'essayer d'intervenir sur ça et de ne pas être défaitiste passif puis dire bon, ça semble se produire, puis détachons-nous de la question. Je ne sais pas si je réponds, on pourra peut-être justement échanger davantage sur ça, mais je vais clore ainsi. Alors, je vous remercie. Alors, je disais merci à nos 3 panélistes pour ces 3 exposés très intéressants et qui nous montrent finalement, je pense que Serge a dit une phrase très sage au début de son exposé quand il nous dit qu'on allait partir peut-être du plus éclaté vers le plus institutionnalisé. Je pense qu'on voit que les débats dans l'Ouest, en Ontario français et certainement en Acadie ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans l'exposé de Philippe, on aurait pu à peu de choses près substituer le mot Québec au mot Acadie. En fait, il me semble que les débats et les courants historiographiques que tu décris ressemble beaucoup aux débats qu'on a pu avoir au Québec, ce qui fait que il me semble que l'historiographie acadienne, il y a des parallèles, je pense, très importants et très substantiels qu'on pourrait faire donc avec le Québec, beaucoup plus avec le Québec qu'avec l'historiographie franco-ontarienne à plusieurs égards. Je pense que là, il y a une différence tout à fait intéressante, ce qui fait que quand vient le temps donc de se positionner pour les historiens, les jeunes historiens que vous êtes, sur le plan épistémologique, sur le plan idéologique, sur la façon donc de concevoir le lien qui peut exister entre rigueur scientifique et engagement vis-à-vis de la communauté. Je pense qu'il y a peut-être des modalités qui sont très différentes, un équilibre très différent qui peut se faire entre quête de vérité et quête de pertinence également. On a beaucoup parlé là, depuis 1h15, donc si vous avez des questions pour nos panélistes, ce serait, je pense qu'ils seraient très heureux de les recevoir et d'y répondre. Il y a beaucoup de matière qui vous a été présentée, donc la parole est à vous, allez-y. Et pas tous en même temps, s'il vous plaît. Apparemment, il faut quelqu'un qui brise la glace. La glace, oui. Je ne sais pas si ça va briser la glace au miroir. Je peux, par rapport à l'Ouest, rappeler mon expérience en particulier. Je ne parle pas d'Ontario français, c'est différent, très différent. Et je parle du milieu des années 70 jusqu'aux années 90. Et à réfléchir à la suite des présentations, je dirais ceci. Et c'est pas nécessairement, absolument toujours conscient, épistémolisé, mais il y a une certaine rationalité qui est là. Et la première, c'était un peu comme le Québécois qui arrive, ou le Canadien français du Québec qui arrive en Alberta, c'est la réaction à l'histoire catholique. C'est la réaction à l'absence d'histoire. L'historiographie, et je pense que c'est la même chose pour l'Ontario français dans un degré moindre, je pense que c'est la même chose pour l'Acadie aussi à un degré moindre. Jusque dans les années 60 et 70, c'est ce qu'a écrit Fernand Ouellet aussi d'ailleurs, l'historiographie est catholique. On met de l'avant ce que font les curés. Donc, pour moi, il s'agissait... Bon, mes premiers travaux sont sur la commerce des fourrures. Entre la commerce des fourrures et Franco-Albertin, la distance est par rapport à la communauté dans laquelle j'étais.
c'est-à-dire de former des enseignants qui ne sont pas en mesure de parler de leur communauté et de l'histoire de leur communauté, ça me semblait absolument aberrant. Donc, il fallait, à ce moment-là, faire en sorte que, et j'ai noté en fait 4 choses. Premièrement, affirmer l'existence de l'histoire. C'était absolument primordial. Et je rappelle que dans les années 70, particulièrement dans l'Ouest, l'absence de sentiments communautaires, en fait, l'absence c'est trop fort, mais une diminution, disons, du sens communautaire, c'était assez important. Donc, la première chose, à mon avis, c'était d'affirmer l'existence des communautés. Et dans ce sens-là, c'est pas seulement les historiens qui font ça, c'est les sociologues, c'est un peu tout le monde qui participe. Et puis, dans mon présentation, d'une certaine façon, l'apport des autres disciplines, les sociologues ont joué un rôle extrêmement considérable sur l'histoire dans les années 70, non, dans les années 80, dans la façon de la concevoir. Donc, affirmer son existence. La distancier des clercs religieux. Et ça, c'est pas seulement de faire en sorte que les clercs ne soient plus les seuls à parler, mais qu'on parle d'autre chose que. Et puis là, c'est mon anti-cléricalisme. Tu peux dire. Non, à ce moment-là, je n'étais pas anticlérical, j'étais tout simplement laïque. Oui. Là, je suis devenu, c'est autre chose. Mais la distancier de cette histoire qui est bâtie par des clercs religieux pour, évidemment, vanter des mérites des clercs religieux, mais qui oublie l'apport des laïcs. C'est un peu ce que j'ai essayé d'écrire d'ailleurs dans le chapitre sur la foi. Donc, redonner la place aux laïcs, à ceux qui ont bâti, c'est sûr avec le flambeau catholique et le flambeau des clercs, mais qui ont bâti, par exemple, le réseau des caisses populaires, qui ont bâti ce genre de choses-là, et qu'on avait tendance à mettre de côté parce que les curés avaient pris toute la place. Excusez les missionnaires. Et surtout, amener, et là je parle comme prof, amener ces jeunes-là à retrouver leur histoire, à retrouver leur religion. Donc ça veut dire de parler des Canadiens français, évidemment, de parler des Belges, des Français, d'un peu tout ce monde-là qui ont formé, et je pense que c'est aussi valable pour l'Ontario français, mais qui ont formé appelez ça le multiculturalisme, c'était pas mon point. Mon point, c'était de dire ces communautés-là ont été formées de plusieurs groupes qui sont venus d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, dans mon article sur l'autre, c'est pas le Canadien anglais. L'autre, pour les métis, c'est le Canadien français. Pour les Canadiens français, l'autre, c'est l'Indien. Pour les Canadiens français du début du 20e siècle, l'autre, c'est le breton, c'est l'européen, c'est le belge, parce qu'ils ne pensent pas la même chose. Et il y a des confrontations qui sont assez fortes entre les deux. C'est aussi penser que les communautés enfin, c'est beaucoup plus long que ce que je voulais faire. Mais il reste que il m'a toujours semblé que les années 60 et les années 70, pour l'Alberta, moins pour le Manitoba, plus pour la Saskatchewan, il y a une perte de sens communautaire, il y a une perte de, je dirais, il y a une perte de pouvoir. Pas seulement parce que l'autre a pris, ou l'autre anglo a pris toute la place, mais tout simplement parce que les curés sont plus curés.
des communautés religieuses, Vatican II a créé un problème considérable dans ces communautés-là parce que justement le leadership s'est rétréci, peut-être pas complètement disparu, mais il s'est rétréci. Il y a des prêtres, des oblats qui ont défroqué. Il y en a d'autres, en fait, qui se sont de plus en plus limités à leur rôle religieux. Donc, ça, c'est une transformation qui est assez importante et qui vient en même temps avec le déplacement de ces communautés relativement serrées dans les campagnes, vers les villes où, en fait, ça devient des communautés que je m'arrête. Sébastien, est-ce qu'il y a des commentaires de la part de l'historien de l'Ouest ou... Et moi je sais qu'on s'était dit qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement à voir avec l'Acadie ou l'ailleurs, mais dans la typologie que vous avez dressée, il me semble que dans l'affirmation de l'histoire, ça fait penser à la première production qui se trouve au cœur de l'élaboration d'une référence, hein, les premiers travaux des épopées héroïques qui ont une perspective un peu historiciste, c'est-à-dire montrer comment se forment des collectivités, puis où est-ce qu'elle doit aller. Puis ensuite, pour ce qui est il y a dans ça l'affirmation donc d'une existence. Ensuite, pour les plans, même en Acadie, il y a des débats que je n'ai pas abordés, mais il y a chez les historiens critiques comme chez les normalisateurs, il y avait toute la question de la distinction entre l'historien professionnel et l'historien amateur. Il y avait ce clivage-là de s'opposer aux hagiographes qui étaient des clercs qui écrivaient des travaux là, sur différents sujets, mais qui semblaient avoir donc une prise de position qui, pour eux, n'était pas conforme à la méthode historienne. Ce qui est une question que, là, aujourd'hui, en Acadie, on se pose beaucoup moins. D'ailleurs, Martin Paquette avait écrit un article dans le bulletin d'histoire politique où il disait que, justement, ce clivage-là, historien professionnel, historien amateur, surtout dans la génération actuelle où il y a tellement d'étudiants de maîtrise qui sont présents dans les cercles, ça a plus ou moins lieu d'être. Mais je pense que cette typologie que vous avez raisonné à même les francophonies de l'Ouest parle ici quand même à la réalité acadienne. Donc, c'est pour rebondir. On est vraiment à des nuances, là. Oui. Justement parce que les communautés sont tellement différentes. On parle de l'Ouest, de l'Ontario français et de l'Acadie, on est dans des communautés très différentes. Je sais pas ça. Moi, j'ai peut-être une question pour tout le monde, y compris Michel, parce que d'une certaine façon, tout le monde s'est mouillé avec la mise en place de la question du rapport savoir et engagement. Plusieurs ont parlé à partir on va dire, du passé, ont tenté de le prendre comme en historien, donc tentant de voir l'évolution de ce diptyque à travers le temps. Mais évidemment, tout le monde a une lecture contemporaine, on pourrait dire, de ce passé, et à la fin, chacun d'entre eux, tour à tour, ont exposé certains éléments de ce qu'ils voyaient comme étant le présent et à la fois aussi le futur. Ma question, donc, j'en ai deux en fait. J'ai l'impression qu'il y a deux points aveugles dont peu ou trop à parler. La première, c'est, je prends l'exposé de M. Léville, qui a repris l'histoire sociale contre l'histoire nationale, grosso modo. C'est probablement réducteur, mais à peu près. Donc on est d'accord que on va dire que vous ne voulez pas sombrer ni dans une histoire de l'ethnie, mais l'idée de l'histoire nationale. Une des questions qu'on peut se poser pour l'historien de demain, c'est de savoir est-ce qu'au fond, quand on parle de faire l'histoire nationalitaire, c'est au fond de faire l'histoire d'un vœu de faire société, comme disait Joséphine Ontario. Et est-ce que cette question-là, est-ce que ce vœu-là existe encore aujourd'hui dans la communauté? Donc, est-ce que, au fond, l'historien est un gardien d'un vœu passé ou d'un vœu réel actuel? La deuxième question, elle est aussi, au fond, qui nous écoute. Là, il y a une diversification ethnodémographique de la francophonie canadienne.
à la grandeur du pays. Moins, par contre, dans l'Est, on sait qu'il y a des difficultés à attirer des immigrants. Mais c'est une question, c'est factuellement. Mais dans l'Ontario, c'est très important. Et dans l'Ouest, c'est très important aussi. Et donc, je poserai la question. Quel est le rapport, donc, du savoir et de l'engagement devant cette diversification de la francophonie internationale, de la francophonie, pardon, et en lien aussi avec la question de la francophonie dans on va dire, son internationalisation qui est de plus en plus... donc, au fond, là, le savoir et l'engagement, il est où? Et est-ce que, d'une certaine façon, les postures que vous avez présentées peuvent être des postures qui conduisent, au fond, le champ à sa perte? C'est une question que je me pose autant de vous. Je pense que pour les francophones de l'Ouest, et ça renvoie un peu à ce que Gratien a dit aussi, c'est le vouloir de survivre, cette intention vitale que vous posez si ça existe encore. Je pense que pour les francophones de l'Ouest, c'est encore là. Je ne fais pas de secret, ça c'était mon intention en écrivant ma thèse de doctorat, justement de articuler cette histoire qui semblait pas justement exister. C'est vraiment un concern de base là, comparé à un champ historiographique qui est très développé. Mais mon souci justement était de dire les Franc-Saskois ont existé. Et non seulement est-ce qu'ils ont existé, mais ils ont marqué l'histoire provinciale de Saskatchewan d'une manière que les historiens anglophones ont complètement oublié et écarté. Et je pense que ma thèse, c'est pas la littérature, mais j'ai quand même réussi, je pense, à certains niveaux de faire preuve de cet argument-là. Et ce souci et ce besoin, je pense que pour l'Ouest, ça va toujours exister. Notre dernière histoire générale des Franc-Saskois, par exemple, ça a été publié en 86. Alors, ça fait déjà 30 ans que c'est le temps de mettre ça à jour, là. Ma réponse à votre deuxième question, ça renvoie encore à ce que Gratien a dit aussi. Ce qui est intéressant pour les communautés francophones de l'Ouest, c'est qu'ils ont même dès le début, une diversité originale. Je pense que c'est ça que Gratien a utilisé ce terme. Une diversité originale, c'est-à-dire, on a des Canadiens français, on a des Belges, on a des Suisses, on a des gens un peu partout, de différentes parties du monde, avec différentes histoires, idées, background culturel. Comment est-ce qu'on va faire un projet commun ensemble? Et je pense que même si au début du 20e siècle, on n'avait pas les mêmes genres de nouveaux arrivants qu'on a aujourd'hui, le projet demeure le même. C'est-à-dire comment est-ce que le fait français et comment est-ce que la communauté va s'épanouir et avoir une certaine vitalité avec une diversité très prononcée. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on écrit et qu'on fasse ces histoires-là, qu'on se rappelle de ce projet à relever qui existait dès le début des communautés francophones de l'Ouest. Je pense surtout, quand tu penses aux écoles francophones, là, il y a un besoin criant dans les communautés de l'Ouest, je dirais peut-être moins pour l'Alberta et le Manitoba, je pense surtout à Saskatchewan, de parler de l'histoire de la création d'un système scolaire francophone et pourquoi ce système existe et pourquoi, quelle est l'importance que les écoles ont. Alors, voilà. Excuse, je radote. La question que pose, ou les deux questions que pose, ils se ressemblent quand même, là, ils vont ensemble, je pense.
de M. Meunier sont des questions extrêmement inconfortables. C'est très inconfortable. À qui je parle? Hein? Je deviens prof 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, j'ai mon premier cours. Mon premier cours, c'est Histoire de l'Ontario français. Mon premier cours, j'ai 3 étudiants. À qui je parle? Je l'ai trouvé difficile à avaler, cette pilule-là. Alors, pourquoi que j'ai 3 étudiants dans mon cours d'Histoire de l'Ontario français à Sudbury, de toutes les places du monde? 3 semaines plus tard, je fais une conférence publique sur la crise scolaire de Sturgeon Falls. 40 personnes de toutes les... c'est-à-dire que j'ai des jeunes... j'ai des gens de 20 ans, j'ai des gens de 70, 80 ans. J'ai des acteurs de l'époque qui... T'as oublié de dire telle affaire. Que ça arrive toujours. Mais non, mais c'est intéressant aussi. Non, mais c'est-à-dire... Puis là, je me réconforte un tout petit peu. C'est que... Là, je parlais à du monde. Plutôt que dans mon cours où je parlais à très peu de gens. Puis là, c'est très en tension, cette question-là. Donc, je me suis dit, bon, ben finalement, peut-être que je parle pas pour... C'est-à-dire, mon vœu pieux, finalement, n'est pas sans base, sans intérêt. Mais toujours est-il que c'est extrêmement inconfortable de voir, justement, là, dans nos cours, une genre de saignée là, d'étudiants. Quoique, bon, je donne un cours d'histoire sociale en ce moment. Un cours d'histoire sociale dans lequel les gens vont faire de l'histoire orale. Hein. C'est l'histoire que j'ai un peu regardée, caricaturée, critiquée un petit peu. Mais je la fais. J'aime ça. Je trouve ça intéressant et nécessaire. Puis, ils peuvent travailler sur n'importe qui veulent. N'importe quelle personne. Ils veulent faire du franco-ontarien. Donc, il y a encore de ça. Fait que... Je vais m'arrêter simplement à ça, mais de dire que l'intérêt demeure, je crois, mais c'est un espace sous tension pour plusieurs raisons, parce que les gens veulent finalement, au bout du compte, avoir le diplôme, avoir un job. Hein? Ça, c'est une réalité. Est-ce que tu voulais intervenir aussi? Voilà. Merci Martin pour avoir eu le courage de poser des questions difficiles. Ta première question, est-ce que ce vœu de faire société, comme tu dis, est-ce que c'est un vœu du passé ou est-ce que c'est un vœu réel? Est-ce que c'est le nôtre ou est-ce que ça répond justement à une demande de sens social, comme j'ai moi-même voulu le dire en début de séance? Dans le dernier article qu'a publié Fernand Dumont dans Recherche géographique en 97, il faisait, qui se voulait, je pense, le premier chapitre de la suite de sa genèse. Il fait une espèce de tour d'horizon de la façon dont les communautés francophones du continent, même en Nouvelle-Angleterre, dans l'Ouest et en Acadie, y compris le Québec, se sont réorganisées au 20e siècle, y compris pendant les années 60. Et il parle du processus de construction d'une référence franco-ontarienne dans les années 70, et il parle justement et explicitement de Gaétan Gervais, mais pour parler de l'historiographie franco-ontarienne et de sa contribution à une référence franco-ontarienne qui, pour lui, déjà dans les années 90, était moins une réponse à une demande exprimée ailleurs dans la collectivité franco-ontarienne qu'une espèce de voile qui masquait une réalité. Donc la référence franco-ontarienne, plutôt que de se transformer en tremplin pour l'action et le développement, dans le sens donc d'une autonomie institutionnelle nationalitaire, servait plutôt à masquer une réalité qui était celle donc de l'intégration des franco-ontariens à la structure institutionnelle de l'Ontario, du Canada, et donc aussi à ses représentations symboliques. Ça se peut. Ça se peut, et c'est la question, je pense, qui nous taraude tous. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire sur là où il faut qu'on s'investisse, peut-être, en quelque part. Et là, je propose strictement rien. Mais à la différence, par contre, de l'expérience de Serge, qui a 3 étudiants dans son cours sur l'Ontario français, moi, je donne en ce moment Histoire des francophonies nord-américaines et le cours est plein. Donc, je me dis, pour le moment, en tout cas, ça me soulage et ça m'encourage. Et je me dis qu'il y a une demande. Et l'immense majorité des étudiants qui suivent ce cours sont franco-ontariens eux-mêmes.
Donc là, il y a un signe d'espoir, au moins à court terme, au moins cette session-ci, cet hiver. On verra à l'automne. Je donne l'Ontario français à l'automne, en septembre. On verra il y a combien d'étudiants. J'en aurai peut-être 3, j'en aurai peut-être 35, je ne sais pas, mais j'espère que ça va aussi bien aller. Qui nous écoute? Comment se positionner par rapport à la question de la diversification ethnoculturelle, l'internationalisation? Là non plus, j'ai pas la réponse. Tout ce que je souhaite, ce que je voudrais, et j'ai pas le moyen, si j'avais le moyen, si j'avais la réponse à ça, et il y a des gens bien plus brillants que moi qui se sont posés cette question-là. Mais je pense qu'il faut, bon, je vais être normatif moi aussi, hein, mais en fait, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse cesser de considérer ou d'envisager le référent ou la référence franco-ontarienne comme étant contraire, incompatible avec l'universel. Je voudrais que l'Ontario français soit un lieu qui existe, contextualisé, incarné, mais qui nous permettent d'accéder, mais à partir de ce lieu franco-ontarien à l'universel, en termes franco-ontariens. Donc, qui est une façon franco-ontarienne d'accéder à l'universel, à la modernité, à la postmodernité, si c'est possible. Et là, le défi, encore une fois, de la diversification, de l'immigration, de l'internationalisation, comment faire de ces gens-là des franco-ontariens, ça va pas de soi. Et moi, j'ai pas la réponse à ça, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voulais-tu intervenir, Philippe? Ben, je pourrais pas répondre. C'est effectivement... bon, est-ce que le sentiment de faire société est toujours présent en Acadie? Moi, je répondrais en disant, je pense pas que c'est demain matin que l'Acadie va disparaître. Il me semble qu'il y a encore des gens qui, peut-être à des degrés divers, mais vivent encore... pas nécessairement quotidiennement, mais assez souvent, cette acadianité-là. Il y a encore je pense à Herménégilde Chasson qui dit on est fiers, on organise des fêtes, puis est-ce que c'est vraiment des rites qui réaffirment un projet collectif ou c'est bon, on fait un tintamarre, on tape sur des chaudrons, on se met du maquillage, puis après ça finit. Ou les congrès mondiaux acadiens, c'est encore pire, c'est aux 4 ans. Hein? On est acadien une fois aux 4 ans. J'ai pas tant une réponse que des éléments de réponse. Ce qui m'a frappé par rapport à la question de l'intégration et ce que Michel a dit, ça me faisait penser que dans les années 1970, autour du Parti acadien, il y avait ce projet, ou même chez des gens comme l'écrivain Melvin Gallant, c'est de dire si tu es francophone, tu habites le Nouveau-Brunswick français, puis que tu acceptes de participer au projet collectif acadien, tu peux être acadien. Tu n'es pas obligé de t'appeler Leblanc, puis que ton ancêtre soit déporté. Il y avait ce projet d'intégration de l'autre qui était assez explicite. Paradoxalement, aujourd'hui, alors que chez des sites comme celui de la SNB ou de la Sénat, il y a des onglets maintenant pour l'immigration, il y a un intérêt marqué. Dans les manifestations culturelles, dans les fêtes comme les congrès mondiaux acadiens, c'est la réaffirmation de la déportation comme élément, composante référentielle, comme mythe. On revient à une définition généalogique exclusiviste de l'Acadie. Et là, ça pose problème au sens où on a justement ces faits-là de personnes qui sont acadiens une fois aux 4 ans, qui parlent plus français, donc qui ne vivent pas quotidiennement cette réalité-là, et qui excluent l'autre. Alors, ce que moi j'observe, c'est un paradoxe par rapport à ça. Je n'ai pas vraiment de réponse. Je suis un peu... c'est une question sur laquelle je vais devoir méditer davantage, mais il y a pour moi, dans ces paradoxes et ces éléments de réponse, à quelque part, peut-être une façon détournée de répondre à votre intervention. Comme Anne vient de me le dire, c'est une très bonne question pour clore ce débat, d'autant plus qu'il n'y a pas de réponse, donc on va peut-être s'arrêter là. Vous avez été très indulgent, très patient, donc cette séance a été quand même très substantielle et je veux encore une fois remercier nos 3 panélistes pour 3 points de vue très éclairants sur une question encore une fois très complexe. Merci.